Et donc, nous passons maintenant à la page Projects. Et là, les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses commencent parce qu'on est sur, évidemment, un site de portfolio. Donc, les projets, c'est vraiment le nerf de la guerre. Ici, on va pouvoir supprimer la barre de gauche. Elle ne sert à rien. Pour l'instant, peut-être que je rajouterai une barre de paramètres, mais dans ce cas-là, elle sera plutôt à droite pour faire la différence. Ça, c'est pas forcément une mauvaise idée. Donc, il faut juste ici que je dise à mon header, c'est bon, mon gars, tu peux prendre toute la place, fais-toi plaise. Oui, je parle à mes headers. Et pourquoi pas. Pareil pour le content. Voilà, on a viré ce... On a viré cet élément. Donc maintenant, des floating groups dans l'autre application, j'en avais plein. J'ai pas besoin d'autant, clairement. Floating group prev next. Probablement pas. Supprimer aussi. Ok. Current page width supérieur à 1500. Okay. Bon, pour l'instant, on va pas trop s'embêter. On va juste l'appeler floating group settings. On va lui donner project. La page maintenant. Et le type project. Donc là, lui, on lui attribue la page ici. On vide ça. Je me garde juste le floating group en me disant, il peut me servir un peu plus tard. Ça peut être classe d'avoir un panneau de settings comme ça qui s'affiche avec une belle animation, etc. C'est le genre de petit truc qui fait la différence entre une app propre et un software, typiquement. C'est bien un software, mais bon, c'est quand même très limité en termes de fonctionnalité. Donc là maintenant, on a content container, c'est vraiment le contenu global de ma page qui va être de content projects. Ouais, oui, parce que c'est... Comment ça, je troll? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Je ne suis pas toutes les bêtises que je raconte, j'avoue. Donc, je vais créer un nouveau groupe directement, je pense. Donc, content container, dedans, on va avoir not logged in. C'est même pas notre login, en fait, qu'on veut. Et content project, et le reste, bah, on s'en fout, en fait. C'était pour l'autre app, mais là, ça va pas être utile. Ok, donc tout ça, ça nous intéresse, mais tellement pas. Bon, on va vraiment partir d'une
feuille blanche, hein, pour les projets, parce que ce qui existait avant ça n'était vraiment pas, n'est vraiment pas utile là pour ce qu'on cherche à faire. Content projects, il y a quoi ici? Donc ça... Retour aux missions. Ah ouais, je vais peut-être faire ça. Retour au projet, carrément. Ça, j'en veux bien. Vous n'avez pas l'autorisation. Ok, donc c'est bien ça que je veux. Le not logged in, en fait. On n'en veut pas. Donc là, comment... Ouais, c'est pas du tout ça que je veux comme condition. En fait... Voilà, on avance un peu. Donc en fait, quand on gère bien les privacy rules dans Bubble, on peut s'en servir, enfin, on peut utiliser les propriétés de ces privacy rules pour avoir des conditions plus simples. C'est-à-dire que, imaginons que je fasse une app très très complexe sur les conditions d'autorisation d'affichage de tel ou tel élément. C'est pas le cas dans cette app-là, mais c'est le cas justement dans l'autre app que je développe qui servait de base à celle-là. Ces conditions très très complexes, elles sont définies une bonne fois pour toutes dans les privacy rules. Et quand je veux savoir si l'utilisateur a l'autorisation d'afficher ou pas cet élément, je vais pas refaire dans mes conditions toutes les conditions que j'ai déjà définies dans les privacy rules. En fait, je peux juste dire parent group projects creation date is empty. Parce que le creation date, c'est vraiment le champ qui n'est jamais vide. C'est un champ par défaut de Babel. Donc, si ce champ est vide, ça veut dire que la personne n'a pas l'autorisation d'accéder à cet objet. Donc, ça simplifie beaucoup, en fait, d'avoir des privacy rules faites proprement pour gérer la suite. Et ici, ça, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin non plus. Unauthorized. Et voilà, ça va être mon groupe authorized. La condition, c'est not empty. Et là, on a un groupe project qui ne sert pas à grand chose. Ok, donc il y a un peu de boulot de design pour faire quelque chose de propre sur cette page projet. Je ne vais pas tout faire aujourd'hui, évidemment, il nous reste une demi-heure. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est la logique de gestion des blocs. Je trouve ça assez marrant à faire. C'est toujours maîtriser le système de gestion de blocs, c'est toujours pratique pour faire du contenu dynamique et de l'édition de contenu dynamique. On peut à peu près tout faire avec ça. Et là, ça me paraît assez à propos. Et ça me paraît d'autant plus intéressant que, en fait, il y a très peu d'apps qui proposent ça. C'est toujours quelque chose de très très rigide. Et du coup, tu rentres, en gros, tu rentres jamais dans les cases. Donc là, au moins, on va avoir quelque chose de très flexible dans la mise en forme d'un projet. Et donc si on prend par exemple l'exemple de Malte, Malte, ils ont des
profil que je trouve assez propre pour les freelances, mais on ne peut pas choisir quels sont les blocs, on ne peut pas choisir ceux qui s'affichent ou pas, on ne peut pas choisir leur ordre, il n'y a pas d'option, quoi. Bon, là, c'est une page projet, mais dans l'idée, j'ai envie de donner un peu plus de flexibilité dans la gestion. Donc, on va commencer par mettre déjà juste un bête titre de projet que je remplacerai plus tard, mais c'est bête, mais juste pendant le développement, savoir sur quelle page je suis, est-ce que j'ai dit bien la bonne chose, etc. C'est toujours utile. Ça. Ok, donc mon projet est là, et là maintenant on va gérer le mode édition tout de suite, parce que de toute façon avant de pouvoir visualiser le contenu d'une page, il faut pouvoir visualiser il faut pouvoir éditer le contenu de cette page. Donc faisons les choses dans l'ordre, et on va ajouter donc l'édition. Comment ça va se présenter? Ça va se présenter sous la forme d'un autre floating group. Donc j'ai mon header, je vais faire copy-paste, floating group, edit, par large de 55 pixels au-dessus, parce que c'est la hauteur de mon header. Est-ce que j'ai d'autres... Standard floating group, il a l'air d'être... On va prendre header. On va faire un nouveau style. Flat color. Ok, et maintenant, je vais juste ajouter un toggle pour l'instant. Et où mon toggle? Il est là. Je vais quand même modifier mon style pour mettre un peu de padding. Ok, donc là on est bon. Édition. Ok, donc ce floating group, il s'affiche uniquement si current page projects creator is le projet actuel a été créé par le current user. Et en fait, c'est la valeur de cette toggle qui va déterminer si on affiche les éléments du mode édition ou pas. Et en fait, je préfère ça la plupart du temps, c'est-à-dire avoir une page web qui présente tous les éléments, et quand on active le mode édition, bah, le contenu fixe est remplacé par des inputs, etc. Comme ça, en fait, on édite le contenu à l'endroit même où il sera affiché plus tard, donc il n'y a pas une histoire de
OK, il y a ça là, ça me va pas. Où est-ce que je peux le modifier? Il faut que j'aille dans un formulaire, dans je sais pas trop quoi, dans je sais pas quelle page, à je sais pas quelle partie, je veux juste modifier ça. Et ben, j'ai juste activé le mode édition et en fait, la modification se fait à l'endroit, tout simplement, où l'information était. C'est un poil plus long à développer, mais en termes d'expérience utilisateur, je trouve que c'est assez incomparable. Après, j'ai des clients qui aiment pas. Il y a des clients pour qui j'avais fait ça et qui m'ont dit, «On peut avoir un formulaire, s'il te plaît?» J'ai fait un formulaire, mais je trouve ça un peu dommage. Donc, on a ça et il faut juste s'assurer que content container. On va ajouter un padding là pour ne pas que le floating group ici arrive au-dessus du contenu. Alors on est parti sur nos blocs. Donc on a un repeating group qui va contenir des blocs. Type of content, bloc. Data source, parent group projects. Je croyais que j'avais listé les blocs. Eh ben, je vais le faire. Projet, on va lister les blocs. Ce sera plus rapide à charger. De toute façon, il n'y aura jamais 100 blocs sur une page, quoi, donc ça restera des listes courtes. Donc, à ce moment-là, quand c'est des listes courtes, il vaut toujours mieux stocker la liste sur Bubble. Donc, on va prendre parent group projects blocks. On va mettre un sorted par order. Est-ce que bloc... Ouais, j'ai pas de statut visible, invisible. Donc un bloc, dès qu'il est créé, il est affiché. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire à ce stade d'avoir la possibilité de créer des blocs, mais de pas tous les afficher. Je pense que on va garder les choses relativement simples. Donc on a notre repeating group qui contient des blocs. Ensuite, on va mettre dans ce repeating group des groupes par type de bloc. Bloc. Colonne. Je vais prendre... Est-ce que j'ai prendre un style section. Comme ça, ça fera des belles pages bien aérées. Et en fait, je vais... Ouais, j'ai bien un option set block type. Et ça, par exemple, donc mes block type, est-ce que je les ai créés pour l'instant? Texte, carousel, image plus texte. On a fait vraiment le minimum syndical la semaine dernière. Ok, on va dire on a un bloc de type texte. Donc ça va être bloc texte. Et du coup, ce groupe ne sera affiché que si current size block is text. Donc ça va être notre bloc de type texte. On va commencer d'emblée à mettre le contenu. Dans un bloc de type texte, on met du texte. Je sais que j'aurais dû vous prévenir avant de balancer des bombes comme ça. Vous étiez peut-être pas prêts. Et on est là pour apporter de la valeur, alors on se lâche.
Et puis comme en plus, vous ne me dites rien quand je dis n'importe quoi, moi ça m'encourage, alors faites gaffe. Ici, on va quand même mettre ça au milieu, au cas où. Un bloc, ouais, ça a quand même une hauteur minimale, ça me paraît pas mal. Largeur minimale, c'est pas nécessaire. Current sales block type is text, ok. Et donc en fait, dans un bloc de type texte, on a le texte qui est affiché uniquement si... Non, je vais pas faire ça. C'est pas le texte, je vais faire des groupes. Je vais faire un groupe view qui n'est pas visible d'emblée et qui est visible uniquement quand Google et un groupe Bonjour Olivier. Donc mon groupe voilà, donc là c'est view, donc pas besoin de s'embêter trop. Je vais changer mon style de section pendant que j'y pense. Je dis que je pouvais améliorer ça. On a section transparent pour l'instant. Donc layout left, on va mettre 60-60. On va faire un padding progressif en fonction de la taille de l'écran. Ça évitera d'avoir du contenu qui est collé au bord de l'écran quand on a un écran d'une taille raisonnable. Ça fait toujours un peu bizarre. 30, voilà. Ok, donc il ne nous reste pas énormément de temps, donc je vais avancer pour vraiment essayer de finir cette logique de bloc qui me semble assez importante. Donc ça, c'est notre groupe Edit. Dans notre groupe Edit, on va avoir non pas un texte fixe. D'ailleurs, oui, c'est bon ça. On va pas avoir un texte fixe, mais on va avoir un rich texting input. Question d'Olivier, je ne connais pas Bubble, tous ces paddings, c'est global à l'application ou bien juste pour cette page? Eh bien, les deux sont possibles. Dans la mesure du possible, il faut utiliser les styles ici, où on définit un certain nombre de styles. On peut en avoir beaucoup, il n'y a pas de souci. Ils peuvent être conditionnels aussi, c'est pas mal. C'est assez puissant. Comme ça va s'appliquer au niveau de l'application à tous les éléments qui auront ce style. Mais on peut aussi dire, pour cet élément, j'ai pas envie d'appliquer un style, et je vais juste faire mon style ad hoc, ce que je ne recommande pas, mais c'est possible. Je crois que très prochainement arrivera la possibilité d'avoir un override de style, c'est-à-dire on applique le style, mais genre par exemple pour cet élément-là en particulier, on va avoir tous les attributs d'un autre style, mais une couleur de fond différente. Dans ce cas-là, on peut prendre le style, changer la couleur de fond, et ça marche. Et ce sera lié à notre couleur de fond dynamique et à notre style dynamique. Ce qui est vrai que c'est quelque chose qui... Child style. C'est vrai qu'il y a les child style. Je les ai jamais... Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des child style? J'ai jamais utilisé si ça existe. Où c'est là? Où est-ce que tu vois child style? Moi, je n'ai pas vu. Ok, on a notre éditeur. Alors, est-ce qu'il vaut mieux faire basique
full, c'est peut-être un peu too much. Ouais, medium, c'est pas mal. Et on va directement faire du auto-binding sur le texte. Donc comme ça, en live, on va modifier le texte de l'élément. Donc ça peut virer. Et il va bien falloir ajouter ici les informations de contrôle, en fait, de ce bloc. Donc j'ajoute un groupe contrôle. Et out row. Oui, effectivement, le style enfant, c'est effectivement une fonctionnalité qu'on retrouve dans un certain nombre d'outils, mais non, du coup, ça n'existe pas aujourd'hui sur Bubble, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment des styles enfants, c'est vraiment juste avoir la possibilité d'avoir un override sur un élément en particulier. Un élément, c'est ce que tu places sur ta page, c'est pas quelque chose de conceptuel au niveau de l'application, c'est vraiment l'élément qui est sur ta page. À ce niveau-là, je crois que tu vas avoir la possibilité de faire un override sur un ou plusieurs éléments de style. Donc, dans ce groupe, je vais avoir... Déjà, je vais mettre ça en space between. Je vais avoir deux groupes. Ici, c'est Amber. Et là, ça va être It. Bubble, toujours aussi intelligent, m'a mis des styles absolument random. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans ce groupe order? On va déjà mettre le current sales index. Comme ça, ça fait que dans ce bloc-là, je vais directement avoir le numéro du bloc. Juste affiché pour l'éditeur, pour l'admin, mais au moins, on peut s'y retrouver un peu plus facilement. Plus tard, il y aura de la collaboration sur les pages projets. Comme ça, au moins, si une personne peut dire à une autre personne de l'équipe, écoute, est-ce que tu peux modifier le bloc 7 j'ai commencé, mais il faudrait finir tel ou tel truc. C'est toujours plus pratique. Donc, on a ça, et on va avoir des feather icons. Donc, c'est chevron. Dans quel sens je les mets? Up et down, ou down et up? Je crois que c'est dans ce sens-là. D'abord le chevron up. Sur 20. Donc, je mets ça dans Align to Parent Container. Avec un petit padding. Je vais créer un nouveau groupe. Avec un padding de 5 pixels. C'est vrai que je dis souvent ça. Ça. Padding. Ça, utiliser, et ça va automatiquement m'appliquer un padding de 5 pixels à tous les futurs éléments. Et c'est le groupe bloc. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je fais une bêtise actuellement. Contrôle, pourquoi il fait ça? Ah oui, il fait cette année parce que ça. Le groupe contrôle, là, je suis en train de le mettre au niveau... Si on retourne là dans mon arborescence. Donc, il y a le bloc texte, dedans il y a view, il y a edit, et là j'ai mis mon groupe contrôle dans le edit du bloc texte, mais en fait c'est pas du tout là qu'il doit être. C'est directement au-dessus du bloc texte, ce qui me fait réaliser que
je me suis un peu trompé sur un autre point également. Alors, je vais mettre ça dans un column container. C'est-à-dire que la section, le style de section, il doit être là et pas au niveau du bloc texte. Le bloc texte, pour l'instant, d'ailleurs, je vais lui donner un style de type element, ça, c'est avec une petite ombre autour. Je l'enlèverai plus tard, mais c'est juste pour me permettre de m'y retrouver plus facilement, parce que là, c'est vrai que j'ai que des éléments sans style sur une feuille blanche, donc c'est assez difficile de s'y retrouver. Donc mon texte, non, c'est pas celui-là, le rich text input, il va être là, dans le bloc texte. Et c'est le contrôle que je sors. Là. Donc, quand je sélectionne ces deux éléments-là, le but, c'est d'arriver à quoi à la fin du stream? Le but, là, en ce moment, je suis en train de faire une app de portfolio. Donc, pour permettre aux no-codeurs et no-codeuses qui le veulent de créer facilement un portfolio pour présenter un peu leurs différents projets no-code. Donc, dans un premier temps, voilà, pour montrer un peu ce qu'il est possible de faire, et à moyen terme pour permettre aux freelances aussi de mettre plus facilement en valeur leur travail. Clairement, on n'y arrivera pas d'ici la fin du stream dans 15 minutes, et c'était de toute façon pas le but, hein, c'est un projet de longue haleine. Mais là, aujourd'hui, on a commencé à structurer un peu, on a fait le menu qui maintenant fonctionne bien, on a fait l'espace personnel un peu avec certaines fonctionnalités de base. Et là, maintenant, donc, on va ajouter un petit app ici. Je fais une série de 8 épisodes, comme toute bonne série Netflix. Il y a un peu de ça, Je vais essayer de bosser mon cliffhanger entre chaque épisode, de dire « Et là, comment on fait ?» On verra. Non, le but, c'est d'avancer petit à petit sur le projet, et puis montrer un peu comment je bosse, partager des bonnes pratiques, etc. Sans se mettre de pression. Moi, c'est un side project, hein, c'est pas quelque chose pour un client, c'est pas quelque chose que je veux monétiser, je le fais pour le plaisir, parce que je trouve que c'est une bonne idée. Et c'est tout. Alors, on a notre bloc texte qui a un affichage conditionnel. Dedans, on a groupe edit avec ce groupe bloc qui sert à rien, avec rich text input, ok, donc ça c'est bon. Et donc le contrôle, il n'est pas dans mon bloc de type texte, il est au global pour ce bloc-là, quel que soit son type, avec différentes actions. Donc le up bloc, je lui ajoute un workflow quand on clique ici. Il va falloir que je fasse du ménage dans tout. Ces trucs, les missing elements là. Il n'y a pas de fonction de suppression groupée, ce qui est très dommage. Voilà, c'est vraiment du vie ma vie de développeur Bubble, avec aussi les parties un peu moins fun. Bon, je vous coupe la plupart, mais pas toutes. Groupe UpBlock, c'est un workflow qui va modifier quelque chose, donc ma convention, c'est que les workflows de ce type-là, je les mets en bleu. Ça, c'est dans un nouveau folder edit. Pas besoin, général, oui. Détail,
peut-être create, non. Ok, et donc le bloc, il va aller dans edit. Donc l'idée, c'est que quand je clique sur up, ça va monter mon projet. Et là, je me dis que c'est un peu, peut-être un peu trop abstrait à ce stade, et je vais revenir juste après sur les contrôles. Pour l'instant, je vais finir vraiment sur la pure logique des blocs. Et sur la pure logique des blocs, je vais ajouter un bouton ajouter un bloc. Je reverrai l'interface, là pour l'instant c'est un peu moche sur la gestion des blocs. Sur le principe, la construction ressemble pas mal à Elementor ou le Gutenberg de WordPress avec plus de blocs de contenu. J'ai jamais trop utilisé Elementor, je connais bien Gutenberg. Oui, dans l'idée, on est sur du drag and drop. Après, en fait, la grande différence, c'est le niveau de granularité des blocs. Sur Gutenberg et Elementor, tu as des niveaux de blocs très très larges en fait, qui font beaucoup de choses, qui sont très normés. Ça va plutôt être l'équivalent d'un software où là tu as des blocs qui sont préfabriqués. Bubble, c'est vraiment des blocs très très élémentaires, hein. C'est un groupe qui correspond à un div en HTML, c'est un élément texte, c'est un bouton, et ton bloc, l'équivalent d'un bloc Elementor ou Gutenberg, eh bien, il va falloir le construire en fait. C'est pas, il arrive pas clé en main. L'énorme avantage, évidemment, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux. L'inconvénient, évidemment aussi, c'est que ça prend forcément beaucoup plus de temps parce que tu as plus de choix, plus de flexibilité, mais forcément, bah, tout est à faire soi-même. Donc, on va faire les block types. Du tout. All block types. Display. 35. Ça se pète beaucoup. Hop. Il existe un marché de templates pour aller plus vite? Oui. Oui, oui, il existe des templates. Il existe de plus en plus des bibliothèques de composants aussi. C'est-à-dire que les éléments fournis par Bubble sont très élémentaires, mais déjà maintenant, ils ont en haut un bouton Components où il est possible de mettre un héros préfabriqué, etc. Tout un tas de trucs. Honnêtement, que j'utilise pas moi parce que tous ces trucs-là, je les ai déjà, quoi. Donc, je préfère faire à ma façon proprement plutôt que d'utiliser leur propre manière de faire. Mais il existe aussi des extensions avec leur propre bibliothèque de contenu, ce qui permet de fonctionner plus facilement. Et concrètement, la plupart des développeurs et développeuses fonctionnent soit avec leur propre bibliothèque de contenu, moi c'est plutôt mon cas, soit avec des bibliothèques de contenu externes. Donc, sélectionner du bloc. Ça doit pas être vide. Et quand on clique sur ajouter un bloc, à ce moment-là, c'est vert parce que je crée un élément. Et ça va me créer un bloc. Blocks, il n'y en a pas. Image, il n'y en a pas. Order, donc c'est repeating blocks, list of blocks.
project, parent group project. Texte, il n'y en a pas pour l'instant. Type, c'est ce qu'on a sélectionné dans le drop-down. Et voilà, pour l'instant, ce sera un poil plus complexe plus tard, mais pour l'instant, ça va fonctionner comme ça. Je voulais utiliser Bubble, mais ayant peu de notions en anglais, je pensais plutôt UdoTools. Qu'en penses-tu? J'en pense que malheureusement, Udo est en fin de vie, voie fermée. Donc malheureusement, ce n'est plus une option viable aujourd'hui. Donc c'était effectivement une alternative. Dans les builders d'applications qui sont en français, tu peux regarder du côté de Xar aussi. C'est sûr que dans le no-code aujourd'hui, la grande majorité des outils sont en anglais uniquement. Et j'ai bien conscience que c'est un frein pour les personnes qui ne maîtrisent pas suffisamment l'anglais. Après, bon, je rejoins Olivier sur le fait que la maîtrise de l'anglais est de toute façon une compétence utile pour le no-code et dans plein d'autres choses. Ceci dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Apprendre l'anglais, c'est facile. Enfin, c'est pas forcément si facile que ça d'apprendre une langue, quoi. Surtout si on n'a pas trop les bases. Mais effectivement, c'est une compétence qui peut être très utile. Ajouter un bloc. Je ferai à terme un magnifique sélecteur avec prévisualisation des types de blocs et tout. Là, pour l'instant, j'ai juste envie de faire un truc rapide, efficace. Non, pas fix with, mais... Voilà, ajouter un bloc. Ça, on met dans une colonne avec, encore une fois, un petit gap. Et enfin, on va l'afficher conditionnellement uniquement si... et je suis en train de me dire que si je mets pas trop les bonnes conditions, parce que là c'est vraiment une condition purement front sur un élément. Je vais ouvrir ma pop-up variables. Je vais pas trop m'attarder sur ce qui existe déjà sur cette page, mais authorized, node is on and user is... Dans ce groupe-là, en fait, je mets, donc ça va être un booléen, et là-dedans, je mets mon expression, non, c'était pas celle-là, mon toggle est validé, et le créateur de la page, eh bien, l'utilisateur actuel. Comme ça, il ne suffit pas qu'un petit malin trouve donc comme ça, on s'assure que l'utilisateur est autorisé. Tu dis la France voisine, Olivier, tu es où? En Belgique, en Suisse? Xavier, oui, je commence un peu à fatiguer. Je me suis dit que j'allais au bout de cette histoire de blog pour vous montrer un peu comment ça fonctionnait. Donc, en Suisse, très bien. Donc, je m'accroche encore un peu, mais ouais, je vais pas tarder à rendre l'antenne. Il doit y avoir un canal communauté suisse sur le Slack No Code France que je t'invite à rejoindre si tu le souhaites. C'est pas forcément la communauté la plus active. Il y a beaucoup plus de monde en Belgique actif, par exemple. Mais il y en a. Il y a quelques membres éminents de la communauté qui sont en Suisse. Alors, revenons à nos moutons. Donc ce truc-là, on a dit qu'on changeait authorized edit.
variable, je l'ai perdu. Ah ben non, c'est parce que j'ai renommé le texte, mais pas le groupe. Personne n'a parlé dans la communauté suisse depuis la création du canal en 2021. Après, c'est sûr, c'est pas un modèle d'activité. Après, parfois, parfois il suffit d'une personne pour lancer les choses. Il suffit d'une personne qui dit, «Coucou, voilà qui je suis, voilà où je suis basé, et vous, vous êtes qui?» Et d'un coup, les échanges prennent et ça peut faire boule de neige. Ça peut aussi faire rien du tout, mais c'est c'est une possibilité et ça ne coûte pas grand-chose de tenter. Alors, donc on a dit que notre condition, c'était authorized, edit, yes, no, is yes. Et pareil pour le groupe edit. Comme ça, j'ai une belle condition propre partout. Donc là, ici, je peux ajouter un bloc du type que je souhaite et on va commencer avec ça parce que là, déjà, on a des trucs montrables. Ça va être très très moche, mais ça va marcher. Allez, mon projet test. Je clique le bouton est non cliquable comme on l'a vu tout à l'heure, et là, automatiquement, je suis redirigé vers ma page projet qui ne ressemble à rien parce que le mode, ce truc-là, value non, et fixe. Pourquoi est-ce que ça s'affiche pas? Chose en son temps. On a ça, je suis le créateur de la page, il y a le mode édition qui est là-haut, c'est normal. Pourquoi mon titre ici ne s'affiche pas? Pam. Le Content Project, est-ce qu'il est affiché de base? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il n'était pas affiché d'emblée. Là, ça devrait marcher mieux. Voilà, j'ai mon projet. Et si j'active le mode édition, à ce moment-là, j'ai mon menu de roulant et je peux ajouter mon bloc texte. Si je clique sur oui, est-ce que j'avais créé mon workflow? Ah oui, j'ai créé mon workflow, mais j'ai créé à moitié seulement parce que j'ai créé le bloc, mais j'ai oublié de l'ajouter au projet. Donc que parent group projects et au bloc, on va ajouter le résultat de l'étape 1. Donc mon bloc, mon premier bloc test est perdu dans les limbes, mais là, si j'en ajoute un nouveau, hop, il apparaît dans la liste. Si j'en ajoute un nouveau, il apparaît en deuxième position. Là, je suis en mode édition, je vais mettre un premier bloc avec des A, le deuxième bloc avec des B. Je quitte le mode édition, et là, d'un coup, je me retrouve avec juste le texte qui s'affiche. On est vraiment en mode visualisation. Et d'ailleurs, le groupe contrôle, je veux qu'il s'affiche uniquement pour les utilisateurs autorisés qui ont activé l'edit mode. Je veux que la visualisation soit au plus proche possible de ce que voit un utilisateur lambda. En gros, la seule chose qui change, c'est ça, c'est la bannière en haut. Mais là, on va être au plus près. Alors évidemment, ça ressemble à rien parce qu'il n'y a pas de style. Mais on est au plus près de ce que ça aura. Quand j'active le mode édition, j'ai ma barre de contrôle et j'ai mes options de modification du contenu. Et donc là, à ce moment-là, vous pouvez comprendre un peu mieux à quoi correspondent ces petites flèches que j'ai ajoutées. Elles vont nous permettre de réarranger les blocs. Peut-être qu'à terme, je mettrai un système de drag and drop. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment indispensable.
Alors, 5, 5. Donc maintenant, ça c'est down block. Change le feather icon qui est dedans avec un chevron down. Une petite subtilité également, c'est que quand le current sales index est 1, donc quand on est dans la première cellule, alors à ce moment-là, on n'affiche pas le bouton up. Et quand on est dans la dernière cellule, à ce moment-là, on n'affiche pas le bouton bas. Ça, je vais le mettre un peu plus petit. Ça peut s'adapter à la taille du contenu. Ce sera parfait. Non, c'est pas ça, c'est ça. Ok. Donc là, on est déjà pas trop mal à ce stade. Il faut faire le workflow up, down. Et pour ça, en fait, ce que je fais, c'est que je fais un custom event. Un custom event que je vais appeler block up, down. Donc il y a les blocs à qui on va faire +1. Il y a des blocs à qui on va faire -1. Donc c'est une fonction, un custom event. Je sais pas pourquoi custom event, c'est pas forcément le titre le plus... Enfin, le nom le mieux choisi du monde. Mais voilà, ça marche comme une fonction, c'est-à-dire qu'on a des paramètres, des arguments qu'on entre, enfin, qu'on peut mettre en entrée. Et après, on va faire un workflow, et cette fonction, ce custom event, on pourra l'appeler dans un autre workflow. Donc là, en l'occurrence, ce que j'ai envie de faire, c'est changer... Donc pour tous les blocs +1, on va faire order égale thisBlocks order +1. Et pareil, pour tous les blocs -1, on va faire thisBlocks order -1. Comme ça, quand j'appelle mon down block, en fait, la seule chose que j'ai à faire, c'est de programmer un custom event. Donc, quand je veux, je me plante toujours là-dessus, quand je veux mettre un bloc vers le bas, ça veut dire que le bloc actif... ah oui, on n'a pas... J'ai pas propagé le type d'élément. Un groups block. Là aussi. Un groups block. Etc. Donc là, normalement, ça devrait marcher. Je devrais avoir accès à parent groups block. Donc la petite astuce, c'est qu'il faut le convertir en tant que liste, parce que Bubble attend ici une liste. Et ici, les -1, en fait, on va faire une recherche sur... on va faire une recherche sur les blocs. Non, c'est pas une recherche du tout. C'est, on va prendre dans le repeating group uniquement les blocs. On ne fait pas une recherche parce que les blocs, en fait, ils sont déjà chargés dans le front.
Donc on prend les blocs du repeating group et on les filtre en disant je veux ceux pour lesquels le order est parent groups block order plus 1. Voilà. Delay seconds. Je ne comprends pas ce qu'il me demande. Ah, j'ai fait un schedule et pas un trigger. J'avais pas vu. Schedule, c'est pour le planifier pour plus tard. Le trigger, c'est pour le déclencher tout de suite. Donc là, je fais comme ça, et en fait, ce qui est pratique, c'est que dans mon upblock, je fais la même chose, sauf que dans les plus 1, je cherche ceux qui sont à moins 1, et dans les moins 1, je prends juste mon parent groups block que, encore une fois, je transforme en liste. Voilà. J'ajoute une dernière chose. C'est dans mon repeating group, je vais avoir encore une fois un état unclickable yes no qui par défaut vaudra non. Mais en fait, pendant que ce workflow là tourne, j'ai envie que les boutons soient non cliquables. Ça évite les erreurs, ça évite les gens en fait qui cliquent plein de fois de suite sur des boutons pour modifier l'ordre, mais du coup il y a des workflows qui se croisent, et à ce moment-là, on peut avoir des aberrations. On peut avoir des blocs qui sont numérotés 1, 2, 2, 4, et ça, bah, après, c'est difficile à rattraper, donc autant bloquer les clics, c'est juste de toute façon une fraction de seconde, mais pendant cette fraction de seconde-là, on sait que pendant ce moment critique, on n'enregistrera pas de nouveaux clics, de nouveaux workflows qui pourraient mettre le bazar. Et donc ici, on met set state pour le repeating group, le unclickable au début, et on met la valeur à no quand c'est fini. Sachant que dans mon front, je vais changer aussi quand le repeating group est unclickable. Alors à ce moment-là, je vais changer la couleur de l'icône, je vais la mettre en... C'est quoi ça là, je vais mettre en gris plus léger, et ce groupe-là qui déclenchait le workflow sera non cliquable. Hop. Pareil ici. Et on a quasiment fini sur cette logique de bloc. Ok, donc c'est toujours aussi moche, mais fonctionnellement, ça marche de mieux en mieux. Pour l'instant, j'ai 2 blocs, je vais en ajouter un autre pour que ce soit un peu plus visuel. Donc j'ai des blocs 1, 2, 3, lui, C. Ces blocs-là, je vais revoir quand même mes styles, parce que c'est pas normal que ce soit comme ça. Ici, j'étais censé avoir section. Voilà, ça sera plus lisible. Donc j'active le mode édition, et là, si je veux descendre mon bloc,
Je clique et il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que j'ai oublié un truc. Je me suis déjà fait avoir une fois. Je ne comprends pas, honnêtement, pourquoi il y a ce problème-là. Mais bon, à un moment, faut faire avec les règles du jeu de Bubble. J'ai un peu peur, en fait, que Bubble ait envie d'aller trop vite et déclenche le custom event trop tôt. C'est-à-dire, il n'a pas encore calculé tous les arguments, mais il sait que pour la première action, il en a pas besoin. Alors du coup, il va quand même, faire la première action, puis calculer la deuxième. Et moi, ça me pose un souci, parce qu'en fait, là, normalement, dans mon filtered, je suis pas censé retrouver le bloc, d'origine. Enfin, le filtre est littéralement, on a un ordre qui est l'ordre du bloc d'origine plus 1. Donc on peut pas retomber sur le bloc d'origine. Sauf que, pour des raisons mystérieuses, on retombe dessus parce que je pense qu'il commence d'abord par faire la première action, c'est-à-dire qu'il va augmenter l'ordre du groupe d'origine, puis il va faire la recherche, etc. Donc ça pose un souci, du coup, je mets un filtre qui dit que l'identifiant unique ne doit pas être le groupe, enfin, l'identifiant unique du groupe d'origine. Ah, je suis sûr que peu importe l'ordre dans lequel les opérations sont faites, il ne retombera pas sur mon bloc et il ne changera pas donc 2 fois l'ordre. Et là, si on va faire un petit tour en base de données, donc c'est dans AppData, on se rend compte effectivement qu'il y a bien ce que je craignais. Vous avez vu, problème de workflow, et là, on a des ordres 1, 1, 3. Donc ça, à rattraper dans l'interface, c'est galère, mais il n'y en a pas besoin. J'ai juste besoin de le faire directement depuis l'éditeur. Je dis, toi, tu vas avoir un order de 2. Donc comme ça, tout est rentré dans l'ordre. Et quand j'active mon mode édition, donc j'ai mes différents blocs, et là, si je veux échanger l'ordre, vous avez vu, c'est quasiment instantané. Hein. C'est quasiment instantané parce que tout est en front. En fait, il a déjà la liste du repeating group et il fait un filtre sur la liste du repeating group, donc c'est hyper simple, il y a juste un nombre à changer en base de données, ça il le fait facilement. Et voilà, donc on a ces groupes qui se réorganisent, de manière très fluide. Et on va finir avec on va finir avec une autre icône que l'on met ici, qui va être cette fois la magnifique icône trash, la corbeille. Là, on va avoir comme layout Align to Parent. On s'adapte au contenu. On prend le style qu'on a créé tout à l'heure avec un padding de 5 pixels. Et comme ça, on a directement notre bouton d'action delete à qui on va aussi mettre les conditions qu'on avait tout à l'heure. Ça, qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout ça que je voulais faire, moi. C'était pas visible, c'était icon color. On va le mettre en gris. Et ici aussi. Voilà. Donc là, vous commencez à voir cette logique de lock et à voir en quoi on peut avoir quelque chose de très très flexible. Là, c'est un peu gros pour pas grand-chose. On va diminuer un peu la taille de tout ça.
Voilà. Donc le bouton supprimer, je le fais pas tout de suite parce qu'il faut quasiment jamais mettre un bouton supprimer qui marche tout de suite. En fait, il faut mettre une pop-up qui voulez-vous bien supprimer, etc. pour valider, pour éviter les erreurs. Mais en fait, cette logique de bloc, elle est très puissante parce qu'elle permet d'avoir du contenu dynamique. Et là, vous avez peut-être compris la logique, qui est que on va avoir en fait plusieurs types de blocs. Là, j'ai un bloc de type texte qui est hyper simple dans son contenu, mais petit à petit, je vais avoir d'autres types de texte, je vais avoir d'autres types de blocs, le bloc texte et image, le bloc liste, le bloc, etc. Et comme ça, les utilisateurs pourront dire, bah, moi, je veux ajouter tel bloc, et à ce moment-là, on aura voilà, quelque chose d'un peu plus flexible, dynamique, avec un contenu qui s'adapte vraiment à ce que l'utilisateur a envie de mettre sur sa page. Et c'est vraiment ça l'objectif. Après, Olivier, tu dis très flexible, peut-être un peu trop quand on est dedans. Je pense que tu parles de l'outil Bubble. Clairement, dans le no-code, il faut comprendre la place et les cas d'utilisation de chaque outil. Bubble, c'est un outil qui remplace le développement web classique. C'est pas le seul, il y en a d'autres. Le combo Xano et WeWeb, pour n'en citer qu'un et faire plaisir à Xavier. Mais c'est vraiment du développement, quoi. On passe du temps à tout développer. Ça va quand même 3 fois plus vite que si on faisait tout en code, mais ça reste du boulot. Enfin, faire une application en code, c'est long. Donc 3 fois maintenant, ça reste long, en fait. Donc il y a d'autres outils qui sont beaucoup plus adaptés à des cas d'usage plus simples, etc. Et pour répondre à la remarque de Toucan Pentu sur ce que je montrais sur les custom states, les custom events, etc. En fait, une bonne manière de voir quand il y a matière à améliorer, c'est quand on fait quelque chose 2 fois. En développement, quand on fait quelque chose 2 fois, c'est qu'il y a un souci. Alors parfois, c'est inévitable, mais au moins, ça vaut le coup de se poser la question. Quand on fait 3 workflows qui se ressemblent et quelques paramètres qui changent, ça veut dire qu'on peut probablement factoriser, c'est-à-dire faire une fonction qui regroupe l'essentiel de la logique de ce qu'on cherche à faire, et après, avoir quelques conditions qui feront que la bonne version de la fonction et des actions s'appliquera. Mais comme ça, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir un custom event là qui contient 4 options, et comme ça, dans mes actions, là, j'ai juste une seule action à paramétrer, plutôt que d'avoir pour chaque bouton mes 4 actions à paramétrer, à changer, etc. Olivier dit, je veux dire que quand tu as beaucoup de flexibilité, tu veux changer plein de choses et tu peux vite t'y perdre. Clairement. Clairement. C'était un peu le sujet de la séance de la semaine dernière, c'est-à-dire savoir où on va, prioriser un peu ce qu'on veut développer, les fonctionnalités, ne pas peaufiner à l'extrême chaque aspect de l'application, parce que littéralement, ça n'a pas de fin. Il y a toujours des choses à améliorer, si on veut. Il y a toujours des fonctionnalités à ajouter, des animations à ajouter, à peaufiner, etc. Donc c'est important de savoir prioriser, de savoir où on va, et en même temps de savoir dire stop, de ne pas être dans une amélioration continue, c'est-à-dire d'une version à l'autre, on améliore, d'une application à l'autre, on s'améliore, mais dans la phase de développement, on passe pas son temps à revenir encore et encore sur les choses qu'on a déjà faites en se disant ça, je peux l'améliorer, je peux faire encore mieux, allons-y. Écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. On n'a pas avancé autant que je l'aurais aimé dans la page projet. J'aurais aimé qu'on avance un peu plus sur cette logique de bloc. Peut-être que d'ici vendredi prochain, j'aurai avancé un peu et je pourrais vous montrer ça de manière... ce système de bloc un peu plus complet. Mais voilà déjà pour quelques
bonne pratique et du développement en live de Bubble. C'est pas toujours palpitant, hein. On a fait quasiment 2 heures et demie et bah, c'est vrai que c'est long parce que c'est du développement qui est long, mais je me dis que ça peut être aussi un témoignage et montrer juste ce que ça représente vraiment, qui peut être utile pour des gens qui envisagent de se lancer ou qui se demandent ce que ça peut représenter d'être développeur Bubble ou simplement qui se lancent, qui commencent à développer et qui veulent comparer leur méthode à ce que font d'autres personnes. Moi, je sais que j'apprends énormément en échangeant avec d'autres personnes, en comprenant un peu ce qu'ils et elles font, etc. C'est vraiment très très précieux pour ça. Et c'est vrai que la communauté No Code France est absolument géniale pour ça. Petit moment promo, on en profite. Mais voilà, en tout cas, c'est un bel outil, une belle communauté et on l'espère bientôt une belle app que je vous aurai développée en live. En attendant, merci beaucoup à toutes et tous pour m'avoir suivi aujourd'hui pour cette séance un peu plus longue que prévu. Mais voilà, on avance petit à petit. Moi, c'est ma fin de vendredi tranquille avec vous. Je mettrai petit à petit les replays sur YouTube. Je les découpe parce que sinon ça fait des vidéos beaucoup trop longues. Mais là, typiquement, la vidéo de la semaine dernière, j'ai découpé en 3 parties. J'ai seulement mis en ligne la première partie et j'ai pris un peu de retard. Mais voilà, ça viendra au fur et à mesure. Non pas que j'imagine que vous avez tellement kiffé que vous allez vous les revoir en boucle. Mais c'est vrai que je vais vite sur certains trucs. Je peux pas expliquer absolument tout ce que je fais parce que sinon je n'avance absolument pas. Mais s'il y a des points que vous voulez revoir, ce sera en replay dans la semaine qui suit. Merci beaucoup encore à vous et un merci tout particulier à notre cher Xavier Agapé, qui, au-delà d'être un no-codeur hors pair et d'un soutien absolument indéfectible pour tous les streams, et en particulier les miens. Enfin, je sais pas si en particulier les miens, peut-être qu'il est aussi à tous les autres, j'en sais rien, mais il est en tout cas à quasiment tous mes streams. Donc, un grand merci Xavier et beaucoup de force à toi puisque tu as redémarré le stream sur Twitch hier soir avec beaucoup de succès. Les retours que j'ai pas encore eu le temps de voir le replay. Toucan Pantu nous dit WeWeb c'est cher quand même par rapport à Bubble. Oui, mais le problème c'est que Bubble est pas assez cher. Enfin, ça fait bizarre dit comme ça. Mais en fait, Bubble, pour ce que c'est, et même pour sa structure de coût, n'est pas assez cher. Et le prix va augmenter. Clairement, ils ont essayé de le faire l'année dernière. Mais ils l'ont mal fait. Ils ont pris une logique, un angle d'attaque qui était en contradiction totale avec le fonctionnement de la communauté et la réalité d'un certain nombre d'apps. Et ils se sont pris une levée de bouclier très très violente. Donc ils ont dit Ok, vous savez quoi? On arrête, on va réfléchir au truc et on reviendra vers vous quand c'est prêt. Le pire, c'est que beaucoup de gens, beaucoup d'utilisateurs de Bubble sont totalement prêts à payer plus, moi y compris, parce qu'on sait que c'est pas cher, on sait que ça devrait être plus cher. Et en fait, on a envie que l'outil soit là demain. On n'a pas envie que dans un an, ils mettent la clé sous la porte parce qu'ils n'arrivent pas à gagner leur vie, parce que les abonnements sont pas assez chers. Donc, finalement, c'est aussi dans notre intérêt qu'ils s'y retrouvent. Donc ils vont augmenter les prix, on ne sait pas exactement de combien, comment, etc. Mais c'est vrai que on parlait tout à l'heure du combo Xano-WeWeb. De mémoire, Xano-WeWeb, l'un et l'autre sont à 50-60 € par mois. Donc on est à 100-120 € par mois pour une application. Là où Bubble commence à 30 € par mois, $30 par mois, quoi. Donc c'est sûr que c'est pas du tout même le même ordre de grandeur. Donc ça fait une grosse différence. Après, c'est pas les mêmes performances non plus. Un Xano plus WeWeb est beaucoup plus performant sur beaucoup d'aspects, pas forcément exactement tous, mais sur la plupart des aspects quand même. Donc bref, c'est tout ça mais c'est aussi plus technique, un Xano plus WeWeb à mettre en place, là où Bubble est vraiment d'un seul tenant. Donc c'est à prendre en compte dans le choix de l'outil, tous ces aspects. Et d'ailleurs, deuxième moment auto-promo, on avait justement discuté avec Xavier il y a quelques temps. Quand c'était en début de mois, lors d'un No Code Talks,
on avait discuté de comment construire sa stack no-code. Et on avait abordé justement un peu tous les sujets à considérer avant de choisir un outil ou un autre, que ce soit pour se lancer en tant que freelance ou pour démarrer un projet, etc. Parce que des sujets, il y en a beaucoup. Il y a le prix, il y a l'interface, il y a la solidité, mais il y a aussi des critères personnels, etc. Donc c'est un très très vaste sujet et c'est jamais facile de répondre à la question quel outil je dois utiliser pour faire ça. Sur ce, merci, très bonne fin de semaine, bon week-end à toutes et tous, et je vous dis à vendredi prochain. Salut, salut!